Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web. C'est déjà le numéro 65. Tous les vendredis, on parle de l'actualité connectée avec 3 invités récurrents et un invité de passage, ou une invitée de passage en l'occurrence. Pour cette fois, c'est Marie Vorgan, le basique. Salut Marie Vorgan, ça va bien? Bonjour. Ouais, patronne du NUMA. Le NUMA qui existe, alors on ne dit pas le NUMA d'ailleurs, on dit NUMA tout court, hein, on ne met pas d'article, hein, c'est comme pour les voitures dans les publicités, il n'y a jamais d'article. Ça existe depuis 2000 sous différentes formes, en fait c'est un aboutissement d'un long processus qu'on racontera tout à l'heure, c'est un peu ça. Hein. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Merci d'être sur ce plateau. En face, Clotilde Provost, la méthode. Ça va, Clotilde? Bonjour, ouais, ça va bien. Ouais, la pêche. Ah, super. Elle a son papier, elle a son crayon. Elle va pouvoir prendre des notes. Là, je sens que Clotilde va être fit aujourd'hui. À côté, on a Damien Douany. Salut Damien. Bonjour Bertrand. Il a tellement peur de s'ennuyer qu'il est venu avec un livre aujourd'hui. Oui, et en plus, comme ça, je l'ai écrit moi-même, donc comme ça, au moins, je serais sûr d'arriver à le lire. Donc tu l'as vraiment écrit, en fait. Ça m'est arrivé, exactement. Voilà, vous êtes 3 à l'avoir écrit, c'est Go Live, et ça sera des sujets de cette discussion. On parlera de cette nouvelle dimension du live, pas que sur Facebook, évidemment, sur Periscope, par exemple. Entre autres. Puisque tu as créé Wiscope TV avec d'autres. Et en face, on a WeFlash, incarné par Julien Jacob. Salut Julien. Ça va bien, WeFlash? Ça va très bien. Ça fait toujours clic-clac, c'est toujours de la photo. Mais non, à chaque fois, je te le dis, ça évolue à chaque fois. C'est vrai? C'est plus que de la photo. C'est plus que de la photo? C'est tous les industriels qui ont besoin de valoriser par l'image. Donc ça peut être du 360, ça peut être de la vidéo 360 qu'on commence, ça peut être du drone. Voilà. Et avec une solution industrielle pour des industriels. J'ai bien fait de te lancer, comme ça te permet de rebalancer ton petit speech derrière. Tu sais, c'est ça qui est pratique. On parle dans cette émission du live, donc tout à l'heure, en deuxième sujet, on parlera avec Marie Vorgan, évidemment, de NUMA, parce qu'il y a plein de choses à dire, notamment l'actualité récente. Et puis, on va parler de start-up. Comment travailler, pourquoi travailler dans une start-up? Ça fait un peu suite au fameux bouquin de Mathilde Ramadier. Je sens que déjà, quand on prononce le mot de Mathilde Ramadier, il y en a qui ici vont avoir les cheveux qui se hérissent, ce qui ne sera pas mon cas, heureusement, qui est auteur du livre Bienvenue dans le Nouveau Monde. Comment j'ai survécu à la coolitude des startups. Ça s'est passé plutôt à Berlin, son expérience. Les médias en ont tous parlé. Cette fille qui s'est un peu lâchée de façon forte, on va dire, sur l'univers des startups et qui a balancé énormément de trucs. Ce qui permet quand même de poser la question, puisqu'elle dit des choses, on ne peut pas tout mettre au panier non plus, permet de poser la question sur pourquoi finalement, en tant que salarié, on veut intégrer une start-up. 52% selon un sondage récent IFOP Fiducial, des Français interrogés sont prêts à travailler dans une start-up, ce qui est plutôt pas mal et largement mieux que ce qui se passait il y a 10 ans. Personne ne savait même ce que le mot voulait dire. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler dans une start-up? Tiens, Marie Vorgan, la principale raison pour laquelle on a envie d'y aller quand on est, je sais pas, un jeune diplômé, un jeune tout court, ou une personne qui veut changer un peu d'univers. Je pense que une des raisons pour lesquelles on rejoint une start-up, la vision en tout cas de l'extérieur, c'est que on s'attend à avoir une forme d'efficacité, parce que qui dit start-up dit croissance rapide. Qui dit croissance rapide dit une exigence dans l'exécution et un contrôle sur est-ce que ce que je suis en train de faire, ça marche ou ça marche pas. Donc cette volonté de comprendre et d'avoir la main sur ce qu'on veut faire, ça va vachement bien avec cette culture, cette génération. Et puis je pense qu'il y a une deuxième chose, c'est qui est un peu un corollaire à cet élément-là, à cette promesse de croissance, qui est la dimension très horizontale. Ouais. De la hiérarchie. Dans la plupart des startups. Il y a quand même des startups très verticales aussi. Hein. Oui, mais encore une fois, là, la question que tu me poses, c'est de me dire pourquoi on a envie. Voilà. Je pense que les deux raisons pour lesquelles on a envie, c'est la rapidité, c'est l'efficacité, c'est la croissance et la performance. Et puis, c'est cette promesse d'horizontalité. Ensuite, ça ne veut pas dire que toutes les startups fonctionnent de cette façon-là. Est-ce que toi, tu as eu les cheveux hérissés quand est sorti le bouquin de Mathilde Ramadier, qui a été repris par les médias, évidemment, et elle en mettait tellement des tonnes que finalement, on finissait par croire que ça pouvait être la réalité de toutes les startups, ce qui n'est pas le cas. Non, parce que je pense que c'est des témoignages qui sont vachement importants. Et aujourd'hui, le sujet, c'est pas tant start-up, pas start-up. Le sujet, c'est quand tu vas chercher de la performance, quand tu promets de changer le monde, est-ce que tu le changes avec des valeurs, avec une colonne vertébrale, avec des convictions fortes? Et est-ce que tu le changes pour le rendre meilleur, ou est-ce que tu le changes comme un vendeur de pioches en disant, en fait, tiens, regarde, il y a la ruée vers l'or et tu vas forcément avoir besoin d'une pioche. Donc, à quel endroit tu te situes dans la proposition de valeur qui consiste à vouloir réinventer le monde avec le numérique? Et le sujet est celui-là. Et je pense que c'est hyper important d'avoir des gens qui aussi lèvent le voile sur
sur une partie de cette réalité. Une partie des pratiques. Clotilde, toi, ton métier, c'est plutôt comment je crée ma start-up plutôt que comment je travaille dans une start-up. Mais est-ce que tu abordes ce sujet-là avec les créatrices d'une forme de management totalement différent, plus horizontale, d'une fabrication de culture d'entreprise? Est-ce que ça fait partie du truc? Oui, ça fait partie du truc. Moi, ce que je vois, c'est que, pour rejoindre ce que tu disais, c'est que qu'est-ce qui donne envie de travailler dans une start-up ou de monter sa start-up, c'est de vivre une aventure. Dans ma génération, tu voulais vivre une aventure, tu rentrais dans l'humanitaire, d'accord? Aujourd'hui, c'est la start-up qui offre des horizons et des perspectives. Et donc, que recherchent les gens? Ils recherchent, de nouveaux modes collaboratifs, participatifs, créatifs, de la créativité. Ils recherchent de l'engagement sociétal. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose qui fait bouger les lignes, qui a du sens pour moi, pour les autres. En tout cas, le sens, je le comprends. Oui. C'est déjà ça. Et après, J'ai l'impression d'avoir une action dessus. Oui. exactement. Voilà. Après, si on regarde le troisième critère, notamment chez les jeunes et les diplômés, c'est quand même l'équilibre vie perso, vie pro. Et là, c'est là que je pense que la start-up est misleading, en fait. C'est que, et ceux qui aujourd'hui disent « je ne suis pas en une start-up », c'est parce qu'ils se font manger par le système. Quoi. Et je crois que c'est la limite aujourd'hui des start-up, c'est de pouvoir respecter cette dichotomie. Ma vie, oui, pour la start-up, je suis engagée, mais j'ai aussi une vie privée. Je ne fais pas du 7-Eleven tous les jours parce que je suis dans une start-up. Est-ce qu'il vous semble qu'elle a dit quand même 2-3 choses qui soient vraies, Damien, Mathilde Rabadier? C'est vrai qu'on est quand même parfois moins payé que dans les groupes du CAC 40, c'est le moins qu'on puisse dire. On travaille plus, il y a une autre ambiance, il y a plein de choses en plus, mais il y a c'est pas le pays des bisounours non plus. Hein. D'abord, ça reste une entreprise, donc il y en a qui sont très bien, d'autres qui sont moins bien, il y en a qui ont des valeurs, pas des valeurs. Je pense que quand on construit une start-up, effectivement, il y a une question de croissance rapide qui fait que les questions de valeurs, les questions de culture d'entreprise sont des choses qui finalement ne sont pas forcément évidentes à mettre en œuvre très rapidement, mais elles sont cruciales pour la croissance de l'entreprise. Après, je pense que en fait, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait une grosse boîte et une start-up. Je suis allé dans les deux. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, effectivement, on n'avait pas les tickets resto, on n'avait pas les mêmes avantages, pas les mêmes budgets, mais on vivait autre chose qui était clairement différent. Ça, tu l'as créé, ta start-up, c'est un peu différent. Non, moi j'ai travaillé chez Orange, je suis allé chez Blue Kiwi. Donc, oui, c'est vrai aussi. voilà, donc en fait, voilà, donc très clairement dans un grand groupe avec un poste à responsabilité, plein d'équipes dans le monde, etc. Et je me retrouve à 4 dans un bureau, mais on était 4 sur 30, donc finalement quelque part on avait quand même une grosse partie des équipes et avec l'envie de bouffer le monde. Donc très clairement. C'est pas du tout la même chose. Les horaires sont pas les mêmes, mais parce qu'on y croit différemment, parce qu'on a envie de faire différemment. La hiérarchie est beaucoup plus courte et ainsi de suite. Enfin voilà, après la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle n'a pas comparé des... Je ne dis pas qu'elle a tort, surtout. Mais est-ce qu'on peut comparer les deux modèles? Non, je pense que non. Et est-ce qu'on y va pour vivre autre chose? Oui. Après, très clairement, il y a aussi des grands groupes, notamment dans la communication, où quand on se parle le soir à 20h, on dit « t'as pris ton après-midi ?» Voilà, il y a de tout. Mais très clairement, je pense aussi qu'il y a une sorte de tropisme. Autrement dit, on s'est fait une image de la start-up. On s'est fait enfin, les médias aiment beaucoup, et sans vouloir taper sur les médias, parce que ce n'est pas la question, c'est que c'est mode, c'est tendance. Donc on s'en fait une représentation, aussi bien en bien qu'en mal. Et là, effectivement, on se rend compte que c'est pas aussi rose qu'on ne le pensait, mais parce que dans la réalité, c'est d'une... Oui, il y a toutes sortes d'entreprises. Voilà. Enfin, c'est un monde Oui, et puis il ne entier suffit pas de mettre d'entreprises. des baby-foot et des poufs pour avoir une culture d'entreprise. Et ça, déjà en 2000, c'était déjà le cas. Et on se dit, oh là là, non. il est bien habillé en En 2000, Pokémon, on il y a mettait des des poufs et des saunas, machins, et ça fait une culture d'entreprise. Non. Le fameux sauna. C'est comment s'appelait cette boîte suédoise, c'est ça Spray qui avait mis le fameux sauna. Et dans le sauna, il y avait des traces de chaussures parce que personne n'allait dans le sauna. En fait, c'était pour visiter le sauna. Je pense qu'il est vachement important quand même de rappeler un truc. C'est quoi une start-up? Tu vois, c'est quoi une start-up? Une start-up, c'est une entreprise qui est à la recherche de son business model. Ça veut dire à la recherche de son business model, ça veut dire qu'au moment où elle se lance, elle ne gagne pas encore d'argent. Donc le métier d'une start-up, c'est d'aller très vite pour trouver son marché, pour l'adresser, pour le comprendre et pour s'y adapter. Et donc, ce n'est pas le même métier que Orange. Voilà. C'est juste pas le même métier. Je pense que ce qu'il faudrait dire, et après on peut adhérer ou pas adhérer, il faut avoir des valeurs évidemment, on est d'accord là-dessus, mais surtout ce qu'il faudrait expliquer à tout le monde, c'est que aller là-dedans, c'est aller dans une machine à laver, que le truc il va aller à une vitesse de dingue, que ça va trembler dans tous les sens, qu'un jour on va arrêter, on va changer la température de l'eau, qu'on va changer la couleur de l'eau, etc. Et que c'est à ça qu'il faut adhérer en premier. Pour filer la métaphore, il ne faut pas qu'on sorte de là totalement lessivé en n'ayant rien Mais non, mais faut gagné pas y non aller, plus. sinon. Voilà. Non mais, Tu vois, ça ne correspond pas à tout le monde.
monde. Il y a des gens Non, qui mais sont capables. lessivé, je veux dire, lessivé mais- par la boîte elle-même qui lessive un certain nombre de gens de façon régulière. après, il y a des patrons qui sont salauds, il y a des patrons qui sont pas salauds, qui sont sympas, etc. Mais quand même, je vais peut-être dire un truc énorme, mais c'est aussi la capacité d'une personne à rentrer dans ce système-là. Et l'avantage d'une start-up, c'est dès qu'on sent que ça ne le fait pas, on peut en sortir. Après, c'est pas le système qui lessive les gens. Tu parlais des heures de travail, par exemple. On sait très bien aujourd'hui que tu peux partir à 6 heures tous les soirs et bosser tous les soirs jusqu'à minuit parce que tu es connecté, etc. Et tu as l'impression de travailler moins que les autres, mais en fait, tu travailles beaucoup plus que les autres. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais par contre, je pense que c'est vrai, c'est est-ce que vous êtes prêt à rentrer là-dedans ? Parce que, attention, ça va secouer, et comme disait un de mes anciens collègues, sortez vos sacs à vomi, parce qu'il faut être prêt. Vous n'allez pas forcément vomir, mais il faut être prêt. Non, mais c'est sympa, Voilà. c'est vraiment là, merci de Non, mais parce que dans un avion, c'est pareil. Ouais. Il y a des gens qui vomissent naturellement, il y a des gens qui vomissent pas naturellement. Il y a un moment, c'est aussi un peu ta nature. Bon, allez, on a parlé de ça, faites-vous votre avis, continuez à discuter de ça. Le live, comment ça marche? C'est le deuxième sujet dont on parle Il y a aujourd'hui. plein de gens qui vomissent en live. Ça peut arriver, Est-ce mais que- non, Ça en va général. arriver. On va avoir 3 minutes, ce sujet-là, ça va être très rapide. Est-ce que tu as déjà fait un live sur Facebook ou Periscope, Non, Marie-Laure? j'avoue. Ça a dû t'arriver, J'ai quand même, essayé au hein. tout début, mais ça compte pas. Tu l'as fait, toi, Marie-Laure? Ouais. Ah. C'est Elle a l'expérience. pas fait, ouais. ouais. C'est comme. T'as pas C'est vu voilà, le- c'est juste de la vidéo en live, quoi. Ouais. Ouais. Enfin, pour le coup, je suis pas sûre d'être celle qui va avoir le plus de contributions. Et comme on a 3 minutes, je te propose d'aller chercher des. Et merci. Clotilde, tu as déjà fait un live? Ah non, mais jamais. Jamais. J'ai trop de choses à cacher. Si, t'en as fait. On en a fait sur ce studio, sur certaines émissions. Oui. Tu as 3 minutes pour vendre ton livre parce qu'on n'aura pas de débat. Mais non, mais en ton fait, animation. pourquoi vous avez voulu faire ça? Parce que vous êtes Pourquoi les on a voulu créateurs de faire ça Wiscop Parce que TV si à en fait, 50 au ans, t'as pas départ. écrit hein. ton livre, t'as raté ta vie. Déjà, premièrement, Ouais, il n'a pas 50 ans, donc il a encore de la marge. Déjà ça, j'ai encore un peu de marge. Ensuite, parce que 75% des gens qui sont dessus sont dans la catégorie des 15-34 ans. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas trop intéressés. Et puis... Ça, c'est un coup bas, franchement. Non, mais c'est pas grave, c'est un outil de nouvelle génération. En fait, c'est la... On a fait ce bouquin pourquoi? Ça fait 2 ans qu'on est dessus, les 3 auteurs. Donc moi, Pierre-Philippe Cormeret, Benoît Descaries, qui est un consultant génial québécois. On a écrit ce bouquin parce que ça fait 2 ans qu'on se balade sur ce nouvel outil un peu bizarre qui donc s'appelle Periscope, Facebook Live, ou il y en a d'autres, hein, des comme ça, YouTube maintenant. Et en fait, on s'est dit, mais au début, ça avait l'air d'être un peu un gadget. Et finalement, on a la conviction que, alors c'est pas forcément la révolution de la télé non plus, je dirais même d'ailleurs pour moi ça se rapproche plus de la radio libre. Mais c'est la capacité finalement, tout comme les réseaux sociaux ont réduit le temps de conversation, c'est quand je dis réduit, c'est au sens de la distance de conversation. Je poste quelque chose, les gens commentent, on peut échanger, on peut discuter. Ben, le live réduit encore plus ça, parce qu'on est en direct, comme son nom l'indique, et pour autant on a quand même de l'interaction. Ça change de l'habitude, parce que d'habitude on regarde la télé, et puis voilà. Quoi. Le livre- Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discuter en C'était écrit direct pour déjà. qui? Pour les amateurs éclairés, pour les pros, pour les boîtes, pour les marques? Pour tout ça. Pour tout Donc, ça. non, en fait, c'est un mode d'emploi. Donc, autrement dit, c'est à la fois pour les gens qui veulent comprendre le phénomène, pour ceux qui veulent, pour des boîtes qui se disent, OK, qu'est-ce que je peux bien en faire de ce truc-là? Et pour ceux qui veulent se lancer, il y a toute une partie mode d'emploi sur comment vraiment utiliser Periscope et Facebook Live, en l'occurrence. On a focalisé sur ces deux pour faire en sorte qu'on ait les bonnes pratiques techniques tout de suite. Voilà, donc c'est un mode d'emploi qui permet à la fois d'éviter les erreurs, d'avoir une méthode si on se demande mais qu'est-ce que je peux bien raconter. Donc on explique les bons points de ce qu'on veut faire. Il y a des textes à lire. Il y a des textes à lire, il y a des checklists, il y a plein de choses comme ça. Et puis il y a plein d'exemples et de témoignages, surtout de gens qui expliquent ce qu'ils font. Et ça, c'est intéressant. Bon, Je pense, Ouais. j'espère. Bon, écoute, tu as eu 3 minutes, tu les as eues. Non, il y a un point qui est juste intéressant. Pour finir, c'est qu'on constate quand même qu'il y a une évolution des médias. Si on prend par exemple un média comme Brut ou Explicite créé par les anciens de iTélé, ou qui ont décidé de reprendre leur destin en main en faisant ça, ou Brut, par exemple, qui a été créé par l'ancien producteur du Grand Journal, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce sont des outils d'information qui sont focalisés sur le digital, qui sont que sur Facebook, ils n'ont pas de présence en ligne ailleurs, et qui utilisent le live comme étant le moyen pour eux d'être au plus près de l'actualité. Et ils sont en train, peut-être, d'uberiser les chaînes de C'est télévision, un nouveau d'actualité. paradigme des médias, clairement. C'est assez intéressant. Et donc, on peut donner à réfléchir à ce genre de nouveau paradigme grâce à ce livre-là, que je remonte comme ça, c'est magnifique. Parce que j'ai vu qu'à la télé, on faisait comme ça. Eh bien, on sera très heureux. Bon, go live. Voilà. Merci pour les 3 minutes sont Ça faites. va, hein, je vous l'offre, monsieur Lenoir. C'est gentil. Voilà. Tiens, fais voir. Voilà. Ah, mais il est déjà dédicacé. C'est dingue, hein. C'est incroyable. Si je dis Numa, ça te fait penser à quoi en une phrase? Numa, moi, ça m'a fait penser à l'époque, parce que j'ai commencé là-bas au camping, à la cantine plutôt. où il y Oui, avait c'était le camping, avant, notamment. la cantine, Ça, c'était avant. Silicon Et- Sentier à et- l'époque. Exactement. Ouais. Et le Numa, maintenant, ça me fait penser à une belle réussite dans un des quartiers de Paris. Clotilde, en une phrase. Oui, moi, ça me fait penser à
on en discutait en coulisses, la question qui m'est venue, c'est est-ce que Numa a inventé un modèle d'incubateur à la française? Voilà. Est-ce qu'il y a un style Numa, un style qui s'exporte, et pourquoi ça s'exporte? On va poser la question. Toi, Numa, ça te... À la française. Pareil, passage du panorama, parce qu'on avait créé le Social Media Club là-bas il y a maintenant presque 10 ans. Et puis, non, surtout, moi, ce que je retiens, c'est le passage d'une association à une boîte, qui est un truc pas facile que, visiblement, ils ont réussi. Alors, Yvan Gros, c'est quand même une histoire qui est incroyable, parce qu'en fait, c'est l'évolution de tout l'écosystème en fait, qui est un peu synthétisée à travers ce qui s'est passé dans ces 17 ans de Numa. En fait, ça commence comme une association, Silicon Sentier, et petit à petit, ça grossit, et on a l'impression que tout le monde apprend en même temps, en fait, et que le Numa est un petit peu un baromètre au fur et à mesure des années, qui invente des trucs, et que tout le monde arrive derrière et se dit, tiens, voilà, ça c'est bien, ça on va suivre, et qu'aujourd'hui, il y a une quantité industrielle d'accélérateurs. C'est un peu ça, c'est un peu drapeau un peu d'un écosystème depuis longtemps maintenant. Écoute, pour résumer ce que tu viens de dire, moi j'ai longtemps dit, on avait beau être en fauteuil roulant, on continuait d'être devant. C'est-à-dire qu'on a longtemps été pionniers dans un environnement où finalement il y avait très peu compétitif. Voilà, et donc on était plus malin, on inventait des choses qui étaient plus justes, plus adaptées au marché, et on continuait d'inventer. Et quelque part, on avait beau être finalement pas très performant sous bien des aspects, on continuait d'être des pionniers, des bons inventeurs. Quand tu es un bon inventeur et un bon pionnier, ça ne veut pas forcément dire que tu es en capacité d'industrialiser les choses et de les rendre... voilà, donc c'était un vrai sujet. Et aujourd'hui, la maturité du marché à tout point de vue, alors pour... nous, sous notre métier d'accélération, mais aussi du point de vue des autres, on est aujourd'hui dans un environnement qui est totalement surchargé. Alors, je pense que c'est vraiment au bénéfice de l'environnement et de l'écosystème, c'est la preuve d'une maturité. Mais moi, j'ai une conviction, et puis c'est vrai que je vois ça et j'active tout ça depuis plus de 15 ans maintenant. C'est que tout ça, c'est des étapes. Et il ne faut pas s'arrêter à un stade. En fait, il faut continuer de regarder et tirer très fort pour accompagner cette transformation. Parce qu'une chose est certaine, c'est que quand tu travailles à proximité des startups, des entrepreneurs, quand tu travailles sur ces sujets-là, c'est le monde de demain que tu es en train d'inventer. Et donc, tu as une responsabilité qui est extrêmement forte. Ça veut dire qu'il faut apprendre à surfer sur ce qui arrive en fait et à se dire on s'adapte en permanence, on reste agile. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a Station F qui va arriver. Il ne s'agit pas de faire la guerre, il s'agit d'être partenaire. Voilà, c'est un peu ça l'idée, en fait. Oui, mais nous, dans notre propos, si tu veux, les choix un peu stratégiques qu'on a fait ces dernières années, il y a effectivement l'évolution du modèle économique, où moi j'ai très vite perçu en 2013-2014 que si on restait sur un modèle associatif avec les contraintes économiques que ça pose, les contraintes de rythme, voilà, tout un tas des sujets culturels aussi en interne, on ne parviendrait pas à passer cette étape de capitalisation et d'industrialisation et que nous serions extrêmement vite la dernière roue du carrosse dans cet environnement qui, on le sentait bien, commençait à se dynamiser. Donc là, on est en 2013-2014. Et puis, à peu près au même moment, on a commencé à entendre parler de l'arrivée de Station F, le plus grand incubateur du monde, et il y a nos camarades de The Family aussi, il y a Techstars qui commençait à venir, voilà, des mix comme ça qui les boîtes elles-mêmes aussi, les s'annonçaient. entreprises qui ont commencé à se dire, tiens, si on faisait nos incubateurs. Nos propres incubateurs, absolument. Tous ceux qui étaient nos partenaires à l'époque du camping ont commencé à créer leur propre structure. Ils sont émancipés, en fait. Vraiment partout. Orange était partenaire, aujourd'hui ils ont le leur. Exactement. Pour d'autres Et aussi. avec des transferts de modèles sur lesquels tu ne peux qu'avoir un regard bienveillant, parce que tout ça est au bénéfice, si tu veux, de la croissance économique, du développement, de la création d'emplois et de l'avenir et de la performance de la France de ce point de vue-là. Donc, si tu es cohérent, tu ne peux pas dire c'est pas bien, je vais être tout seul. Et assez vite, à ce moment-là, donc on a opéré cette transformation. Et moi, je me suis dit, en fait, l'essentiel aujourd'hui, c'est pas la France, c'est pas ça le sujet. L'essentiel, c'est le monde. Voilà. C'est comment on crée un hub mondial de ces entrepreneurs qui partagent une culture commune et qui partagent une mission commune. Et c'est comme ça qu'on va trouver, on va dire, aller chercher notre élément de différenciation dans notre proposition de valeur. Et c'est aussi de cette façon qu'on va s'extraire des guerres de clochers extrêmement locales et qu'on va pouvoir survivre. Et à l'époque, on était en 2013. En gros, il y a combien de Numa dans le monde? Alors, il y en a 8. Il y a 8 implantations, il y a 8 Numa dans le monde. La mécanique de hub, c'est quoi entre ces 8 Numa? Comment ça fonctionne? Tu as un partage de marques. Tu as une marque ombrelle. Tous les Numa dans le monde développent les
les offres, donc, les services. Donc c'est quoi? Ça va de l'événementiel à la formation, en passant par des grands projets d'innovation et puis sur l'accélération de start-up. Et aujourd'hui, il y a une communauté mondiale de valeurs sur ces sujets-là. Donc il y a des gens qui peuvent, quand tu es une start-up de Numa à Bangalore, tu peux aller à New York, par exemple, si tu penses que tu es mûr pour aller sur le marché à New York, et on t'aide à aller à New York, ou à Berlin, ou à Singapour. Et à trouver de l'argent dans tous les coins, éventuellement. Exactement. Et à créer, si tu veux, Moi, je pense très fort que le paradigme sur lequel on a construit l'économie actuelle, qui, avec la Silicon Valley, les États-Unis hyper puissants et l'Afrique inexistante et l'Asie qui rattrape, il faut très vite ouvrir les yeux sur le fait que le monde va s'inverser demain. Et que c'est pas parce que nous, on est passé par un certain nombre d'étapes dans le développement de notre modèle que le monde entier va passer par ces mêmes étapes. Et donc, ceux qui étaient a priori en retard, en émergence, sont aujourd'hui en train d'accélérer avec un phénomène de rattrapage qui est incroyablement rapide. Et au travers de ce rattrapage, des raccourcis qui sont des innovations en soi et qui sont, parce que c'est des raccourcis, qui sont probablement les modèles de demain. Pardon, excuse-moi. Et donc, du coup, vos partenaires viennent chercher quoi chez Numa? C'est quoi votre marque de fabrique? Qu'est-ce qui fait qu'ils prennent Numa et pas un autre? Déjà, nous, on a fait un choix important. C'est que on ne soutient pas, on a une conviction. C'est que l'innovation, les sillons de l'innovation, ils sont creusés par les startups. Voilà, c'est eux. Et donc, quand tu as dit ça, tu dis, OK, en fait, je vais soutenir les startups pour soutenir l'innovation, la croissance et tout. Et puis, assez vite, tu te rends compte qu'en fait, si toutes les startups ne sont pas égales. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de dire, mais en fait, il y a ceux qui sont bien, ceux qui ne sont pas bien. Et donc, on ne soutient que les startups dont on pense qu'elles vont... Déjà que les mecs ont des tripes et que quand ils font leur start-up, c'est pour changer le monde dans un sens qui est un sens positif. Et qui n'est pas une opportunité de court terme, mais qui a une vision de long terme, et que ces entrepreneurs, ils ont une vision sur un impact de long terme. Et donc la façon dont on le formule, c'est notre mission à nous, c'est d'aider les entrepreneurs qui sont mission-driven, qui sont ces tech-entrepreneurs, et qui sont en train d'élaborer des solutions qui apportent des réponses aux problèmes globaux à horizon 2030. C'est quoi ces problèmes globaux à horizon 2030 ? C'est l'énergie, la flotte, l'efficacité des villes et de se projeter, si tu veux, dans cette réalité qui est la nôtre aujourd'hui. On a tous des gamins. Ces entrepreneurs, pour la plupart, ils ont des gamins. Ils sont tous en train de se poser la question du monde dans lequel ils vont vivre. Et c'est pas seulement dans quel monde, du point de vue de à quoi ça va ressembler. C'est juste, est-ce qu'il va durer ? Tu vois ? Est-ce que les mecs auront de la flotte ? Est-ce qu'ils vont pouvoir se nourrir ? Enfin, tu vois, quelle chaleur il fera ? Est-ce qu'il y aura des poissons dans la mer ? Et ça, c'est pas après-demain, en fait. C'est maintenant. Vous savez qu'il y a quelques années, le Numa est arrivé, et puis il était tout seul sur le marché quasiment. D'autres sont arrivés, plein. Le marché français s'est saturé, entre guillemets, dans le bon sens du terme, de propositions. Et que maintenant, la collaboration, elle se fait, ou la bataille, elle se fait au niveau international sur des idées qui ont une chance de vivre au niveau international. C'est vraiment... Donc il faut inventer chaque jour quelque chose qui soit concurrentiel, entre guillemets, sur le marché en termes d'idées, de propositions. Mais je pense, tu sais, quand on fait... vous devriez inviter Olivier Nouveau-Moujon, qui est notre directeur des investissements et de l'accélération dans tous les pays. Et quand tu dis « one mission before 1 million », ce que tu dis, c'est que, en fait, bien sûr, il y a cet environnement concurrentiel. Mais en fait, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est est-ce que tu penses que tu es en train d'agir positivement dans le monde ? Et en fait, il y a une urgence. Et ton urgence, c'est pas de bouffer les autres. Mais, bien sûr, ou pas. Mais à la limite, on s'en fout. Ton urgence, c'est de dire est-ce que je suis en train d'apporter des réponses au fait que la planète dans laquelle j'ai fait naître mes enfants est aujourd'hui en danger. Donc ton obsession à toi, c'est est-ce qu'on défend les bonnes startups, les bons dirigeants, les bonnes idées. Ma réponse à moi, ma question à moi, ou ce à quoi j'essaye de contribuer, c'est de me dire, mes enfants qui auront 25 ans en 2030, est-ce qu'ils seront confiants sur le fait que leur planète, leur monde, ils vont pouvoir y créer quelque chose de durable ? C'est vrai, parce qu'il y a... Toutes les boîtes qui sont passées par le Numa ne correspondent pas forcément à ça. Donc c'est une orientation récente, ou parce qu'il y a
plein de startups qui sont passées par le NUMA qui n'ont pas, et c'est très bien, hein, on ne peut pas toujours... Ouais. Mais en fait, alors, la façon dont on l'a posé et affirmé, c'est effectivement assez récent. Moi, je pense que j'ai toujours eu cette volonté de changer le monde. Voilà. Tu vois, quand je récupère ce truc-là en 2002, c'est parce que je trouve que c'est vachement injuste et qu'en fait, on est en train de changer le monde et qu'en fait, il faut le faire. C'est assez... on va dire, ouais, c'est ça, primaire, enfantin. À l'époque, j'ai 25 ans et je me dis, voilà, il faut faire ça, il faut le faire, tu vois. Et aujourd'hui, on est dans une époque un peu différente, mais on a constaté ça. Tu vois, de dire, en fait, je viens de passer des mois, des heures entières, je viens de transmettre ce qui est mon capital le plus essentiel à des gens dont je pense aujourd'hui qu'en fait, ils sont en train de construire un monde dont je ne veux pas. Est-ce que je peux l'accepter, oui ou non? Et ça, tu ne le réalises pas à jour 1. Tu le réalises ensuite. Ça, c'est la philosophie de NUMA. Bon, on a essayé de l'aborder un tout petit peu. Malheureusement, on a un temps qui est un tout petit peu réduit. NUMA, ça a une signification. Tout le monde ne le sait pas, d'ailleurs. En fait, ça veut dire quelque chose et il y a de l'humain à l'intérieur de NUMA, hein, c'est ça? On va terminer là-dessus. C'est quoi le terme NUMA? Alors, NUMA, c'est numérique et humain. Ouais. Et là encore, une conviction profonde, c'est que l'innovation, elle ne passe pas par la techno. La techno, c'est un moyen, c'est une hypothèse. Ce qui fait que les gens vont créer de la valeur ensemble, c'est quand ils se rencontrent. Bon, tu es toujours heureuse de faire ça combien Moi, je d'années change de après métier tous les 15 jours, C'est alors vrai j'adore ça. Merci beaucoup, Marie Vangan, d'être passée dans cette émission. Merci à Clotilde, à Julien et à Damien. C'était la 65. On se retrouve la semaine prochaine pour la numéro 66. Et n'oubliez pas de partager d'ici là LGDW. Salut à tous.